Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 2 juillet 2021. Avant toute chose, je tenais aussi à vous informer que je serai absent ce lundi, donc il n'y aura pas de briefing des marchés. On se retrouvera donc à partir de mardi pour le prochain briefing. Donc tout de suite, direction les marchés pour un point complet ce vendredi avec le rapport sur l'emploi US. Mais avant ça, Wall Street a quand même terminé en hausse jeudi, encore une fois. Le S&P 500 s'établissant même un record de clôture pour la 6e séance consécutive, alors que les investisseurs ont fait preuve d'appétit pour démarrer le nouveau trimestre et la seconde moitié de l'année après la publication d'indicateurs plutôt positifs, puisqu'on a eu hier dans la journée des données qui montre que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis a quand même continué de décliner, tandis que l'enquête mensuelle de l'ISM indique, elle, que la croissance de l'activité manufacturière américaine a ralenti en juin, comme ce fut le cas aussi en Chine pour l'activité non manufacturière, comme je vous le disais, après des chiffres excellents, une certaine euphorie, retour à la normale et on risque maintenant d'avoir une phase de stabilisation de ces indicateurs macroéconomiques. Toutefois, la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, pourrait s'appuyer sur ces nouvelles données pour ajuster son calendrier d'assouplissement des mesures de stimulus, dont une réduction de ses achats d'obligations sur les marchés, donc le fameux tapering. D'ici là, je pense qu'on n'aura pas de news de la Fed sur le tapering d'ici quelques mois. Je m'attends peut-être à des propos venant de la Fed à la conférence de Jackson Hole à la fin de l'été, mais je pense que pour l'instant, on va déjà voir un peu les données sur le rapport de l'emploi US cet après-midi, mais la Fed se positionnera sur son fameux tapering d'ici la fin de l'année, début septembre, si l'économie continue de revenir à ses niveaux d'avant Covid. Par la suite, les principaux catalyseurs du marché seront la semaine prochaine les résultats trimestriels. On attend quand même des résultats plutôt prometteurs. Donc pareil, on fera le point à partir de la semaine prochaine, puisque, comme d'habitude, les États-Unis ouvriront le bal des résultats. Ce matin, côté Europe, on évolue quand même en légère hausse, à quelques heures tout de même de la publication des chiffres très attendus de l'emploi aux États-Unis pour le mois de juin, qui pourraient confirmer ou pas la vigueur de la reprise américaine. Donc le rapport mensuel du département du travail, principal quand même gros catalyseur et principal rendez-vous de la semaine pour les marchés financiers mondiaux, sera donc publié à 14h30 et les investisseurs attendent avant tout le chiffre des créations d'emplois non agricoles, puisque le consensus Reuters le donne actuellement à 700 000 créations d'emplois après 559 000 en mai. Enfin, la confirmation de la poursuite du redressement de l'emploi au lendemain de l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage pourrait relancer, comme je vous le disais en introduction, les spéculations sur une possible évolution du discours de la politique monétaire de la Réserve fédérale à la fin de l'été. Comme je vous le disais, je verrai bien ça après soit la fin de l'été, soit durant la conférence de Jackson Hole. Donc, les prochaines données sur le rapport américain vont être quand même très importantes puisque les banquiers centraux pourraient tout simplement commencer à se retirer doucement et retirer en quelque sorte la perfusion qui est en place sur les marchés financiers depuis maintenant plus d'un an. On suivra aussi cet après-midi le discours de Christine Lagarde aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, puisque dans un entretien à un journal, la présidente de la Banque centrale européenne estime que même si la reprise commence à s'amorcer, elle reste tout de même fragile. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce message? C'est que oui, nous avons une reprise économique, le marché repart de l'avant, mais ça reste fragile. En gros, les banquiers centraux vont encore rester un petit moment au chevet des marchés parce que ce serait dommage qu'ils perdent pied en si bon chemin.
Donc très clairement, un message plutôt rassurant de la Banque centrale qui, pour l'instant, de son côté en tout cas, ne prévoit pas dans l'immédiat de se retirer des marchés, et de diminuer aussi les rachats d'actifs, puisqu'actuellement son bilan est en pleine expansion et nous avons même atteint de nouveaux plus hauts historiques dans le bilan de la Banque centrale européenne. Côté macro maintenant, je vous ai montré hier un peu la performance du S&P en données semestrielles. Ici, c'est par trimestre. Historiquement, on constate, encore une fois, c'est question de statistiques et de probabilité, mais le troisième trimestre est le pire trimestre pour le marché boursier américain. Toutefois, il n'est pas non plus catastrophique, mais effectivement, comparé au premier, deuxième et quatrième, la performance, elle, est un peu plus faible. Ici, ce sont des données qui ont été quand même backtestées sur quasiment 70 ans. Donc, assez fiable, c'est quand même un échantillon assez important. Bon, pour moi, tant que les banquiers centraux resteront, comme je vous le disais, très présents, difficile d'avoir une grosse dégringolade du S&P 500, sauf si vraiment la Banque centrale s'est complètement plantée et qu'il y a une perte de confiance dans le sens où l'inflation ne serait pas transitoire. Donc là, c'est vraiment le seul risque que je vois actuellement sur les marchés qui pourrait faire un peu tanguer les marchés ou créer un accident, c'est si la Fed s'est plantée dans ses prévisions et que finalement, dans les mois à venir, on a une inflation plutôt permanente et non pas transitoire. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Perte de confiance et perte de confiance dans l'une des plus grandes institutions, ça pourrait être un peu dramatique et ça pourrait mal se passer pour les indices américains. Donc, c'est le seul élément actuellement que je vois pour les prochains mois qui pourrait faire un peu basculer ces marchés. En parallèle, hier, je vous disais quand même que ça reste encore une fois des statistiques, toujours à prendre avec des pincettes, mais que le mois de juillet était plutôt bon pour les marchés financiers, surtout après la première année d'une élection présidentielle. Donc, on peut quand même s'attendre à un mois de juillet assez toujours porté à la hausse. Et après, ce serait pour les mois suivants, surtout si, comme je vous le disais, à la fin de l'été, la Fed commence à parler du tapering, à diminuer ses achats d'obligations. Et derrière, si par malheur, elle s'est plantée dans ses prévisions et que l'inflation finalement ne serait pas transitoire, mais au contraire permanente. Et là, on pourrait avoir un accident sur les marchés. Ici, c'est un graphique qui représente les flux cumulés de tous les fonds de Bitcoin et les ETF sur l'or. Donc, on constate quand même qu'on a eu un retrait assez conséquent des investisseurs sur l'or et aussi sur le Bitcoin. Toutefois, sur le Bitcoin, je suis quand même assez surpris. Je m'attendais à un plus gros retrait de la part des flux cumulés sur les fonds Bitcoin. Finalement, malgré la grosse purge, on constate qu'on n'a pas non plus un retrait massif des investisseurs. Bien au contraire, hein, depuis le crack du Covid ici, le Bitcoin n'a cessé d'accumuler des flux entrants de la part des investisseurs professionnels, alors qu'en 2017, rappelez-vous, c'était surtout une hausse alimentée par les particuliers. Suite à ça, nous avons quand même eu une grosse bulle derrière. Mais la donne a changé maintenant. Et en 2020 et 2021, on a un peu une sorte de démocratisation des crypto-monnaies et plusieurs institutions, plusieurs professionnels, plusieurs sociétés et entreprises commencent même à investir dans le BTC pour soit avoir un peu une trésorerie autre qu'en dollars et aussi pour se diversifier. Concernant le gold, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on a sur le BTC
un dégagement aussi important qui pourrait amener un gros bear market. En tout cas, quand je vois les données actuelles, on a certes eu une grosse purge, mais c'est surtout des particuliers qui se sont fait sortir du marché à cause, encore une fois, de l'effet de levier trop important, surtout sur les comptes Binance avec des effets de levier de 80 fois 100. L'effet de levier, très bien, vous pouvez l'utiliser, mais sur les cryptos, je pense qu'il n'y a pas besoin d'effet de levier et surtout pas besoin d'un effet de levier fois 100 ou 80. Donc la grosse purge qu'on a eue, c'est surtout dû à des liquidations de particuliers qui ne maîtrisent pas encore les règles strictes de money management en trading et en bourse. Concernant le gold, lui, il souffre un peu plus, néanmoins, on a quand même une stabilisation, mais c'est un élément très important à suivre. Je considère que le gold suit à l'inverse les taux réels, donc bien évidemment, il faut quand même suivre les perspectives d'inflation et celles des taux qui vont quand même driver les cours de l'or. Le dollar, bien évidemment. Si le dollar se renforce, ça pénalise le cours de l'or. Au contraire, s'il chute, l'or a tendance à s'apprécier. Et depuis maintenant quelques semaines, eh bien, le dollar se renforce. On fera le point graphiquement, mais pour l'instant, l'euro poursuit sa dégringolade, donc ça pénalise aussi le métal jaune. Et troisième élément à surveiller, c'est les flux entrants sur les ETF. Très clairement, si vous arrivez à trouver un graphique avec un peu tous les flux qui sont rentrés sur les ETF depuis maintenant quelques années, c'est clairement un indicateur qui permet de savoir si on va avoir une reprise haussière sur les métaux précieux, notamment sur le gold. Et pour l'instant, on a un peu un retrait, enfin, une phase un peu de stabilisation, mais si on commence à avoir de nouveau une reprise des flux sur les ETF en gold, eh bien cela pourrait être annonciateur d'une reprise de moyen long terme sur le gold. Normalement et logiquement, tout dépendra aussi des deux éléments que je vous ai cités juste avant, à savoir l'évolution des taux et celle du dollar dans les mois à venir. Côté graphique, maintenant, direction les indices européens, en commençant par notre indice national, le CAC 40, qui fait du surplace. Balle au centre, très clairement balle au centre sur l'indice américain, sur l'indice parisien. Que dire? On est vraiment prisonnier entre deux gros niveaux. De toute façon, j'attendrai le NFP pour avoir un peu plus de visibilité, car sinon, c'est purement du casino de s'amuser à prendre des positions avant un événement quand même majeur. Mais ça reste haussier toujours, mais là, on est prisonnier entre une Tenkan, une Kijun, un bas de canal, on va se stabiliser. De toute façon, j'estime que jusqu'à 14h30, il ne va pas se passer grand-chose sur les indices. Effectivement, si on break les 6006, je considérais potentiellement qu'on a une reprise haussière pour aller chercher 6007. Et si malheureusement on ne parvient pas à s'extraire de ce niveau et qu'on enfonce vraiment la Kijun et surtout le bas du canal, dans ce cas-là, je vise toujours les 6450 points. Voilà. Potentiellement, on est peut-être dans un pseudo biseau, voire fanion. Bon, il faudra un historique des prix un peu plus important pour bien matérialiser cette figure chartiste. Mais pour l'heure, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire sur le CAC 40, surtout à l'approche d'un événement clé. Il faut parfois savoir rester à l'écart du marché, tout simplement. Ne pas faire d'over-trading, se montrer patient et ça évite de faire des bêtises, tout simplement. Là, je surveille aussi la zone des 6519, mais pour moi, on est vraiment dans un niveau de neutralité. Ça ne m'intéresse pas vraiment ce niveau-là. Si on se rapproche plus de la borne basse du canal, pourquoi pas, mais sinon, ce serait un break des 6100, là vraiment pour aller chercher les 6007. Donc, on fera le point à partir de mardi, la semaine prochaine, pour savoir comment les indices vont digérer le rapport sur l'emploi.
compte de ce fait, si on a un excellent rapport sur l'emploi, oui, je m'attends forcément à une hausse de l'indice. Donc, pourquoi pas avoir un signal technique haussier pour aller chercher les 6700 points. Mais en tout cas, pour l'heure, ça reste haussier. On a une légère correction, mais c'est pas dramatique non plus. J'attendrai au moins qu'on break ce plaquis jaune et qu'on sorte du canal pour amorcer enfin une correction de plus grande ampleur. Mais là, actuellement, vraiment, on est en test Kijun Tenkan, zone de neutralité sur l'indice. Le DAX, c'est la même chose, on est toujours dans le range finalement sur le DAX. On ne fait pas grand-chose, donc pareil, on attendra de se positionner soit sur la borne haute, soit sur la borne basse. Bon, en données daily, on a clôturé avec un beau doji, on est venu taper la borne haute, on est venu chercher la borne basse. C'est le yo-yo, hein, très clairement, on a un marché qui s'essouffle, enfin, qui manque d'idées, j'ai envie de dire, qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. Est-ce que le rapport sur l'emploi va vraiment porter les indices vers de nouveaux records historiques? En tout cas, pour l'instant, on a un range, on voit surtout très bien sur le futur. Voilà. On est quasiment venu taper hier la borne basse. Ici, on a une résistance intermédiaire dans ce range. On est pile poil dessus. Ça peut être un niveau à tenter à la vente, mais comme je vous le disais, risqué juste avant le NFP, hein, ça peut très bien faire des portes de saloon, vous donner raison et partir à la baisse ou exploser cette résistance et aller chercher la suivante. Donc pour ma part, je ne me prononce pas sur le DAX, pardon. Je surveille tout simplement mes zones. Borne basse, 15 460, 15 440, résistance intermédiaire intéressante à 15 650, sinon si excès. De nouveau, 15 730, 15 800 avec la fameuse oblique, toujours. Enfin, du moins ce haut de canal qui continue de faire effet. Et vous voyez que la borne haute se situe vers les 15 800, donc pareil, 15 750, c'est la borne haute du range. Si on la break, pour moi, je tenterai de nouveau une stratégie baissière à l'approche des 15 800, 15 820. Car là, on pourra avoir un range daily, un peu comme ici. Voilà. De toute façon, depuis plusieurs semaines, on se stabilise, on a un micro-range en données H4, mais les niveaux clés, pour moi, c'est les 15 450, 15 650, le niveau où on est actuellement, 15 700, borne haute du range 4 heures, et sinon, c'est retour 15 800. Voilà les niveaux sur lesquels vous devez intervenir sur le DAX. Si on ne se situe pas dans ces niveaux-là, eh ben, vous restez à l'écart et vous attendez que le marché rejoigne la zone d'intervention. Le Dow Jones, je reste toujours haussier sur le Dow Jones. Pareil, on est dans un range aussi. De toute façon, on est dans des ranges un peu de partout. Je vise toujours la borne haute du range, en fait, 34 800. C'est l'objectif final. De toute façon, ça reste haussier. On n'a pas de flux vendeur, on n'a pas de chandelier de retournement. Donc, tout porte à croire que le marché pourrait aller chercher cette fameuse zone, surtout si le NFP est plutôt bon. Donc c'est mon niveau clé, c'est mon objectif majeur. Peut-être que certains d'entre vous se sont justement positionnés, comme je vous le disais, à la sortie du range H1, ou même ont réussi à se positionner sur la borne basse, juste ici sur les futurs. Donc là, on a eu un breakout mercredi. Stop loss à break-even. Et comme ça, si le marché va chercher l'objectif final, eh bien bingo, on prend quelques bénéfices, on garde un petit reliquat en se disant tiens, si on break, on va sûrement chercher de nouveaux plus haut historiques. Et inversement, si le NFP est un peu catastrophique et que le marché finalement cède un peu à la panique, eh bien on se fait stopper à break-even. Mais là, très clairement, suite à la cassure de ce range, vous devez avoir mis en place quelques règles de money management pour éviter de vous prendre un contre-pied, sait-on jamais, si jamais le marché décide de ne pas poursuivre cette hausse. Mais là, dans l'optique actuelle,
Je vise en tout cas la borne haute du range. Allons voir les futurs. On se stabilise, mais voilà, le break sorti par le haut était juste ici. Bon, stop loss à break-even. Et maintenant, advienne que pourra. Voilà, rien d'autre à ajouter. Pour ma part, c'est haussier, donc objectif final 34 700, si tout se passe bien. Et puis ensuite, on avisera la semaine prochaine pour voir si on break à la hausse les 34 750, 34 800, ou bien, encore une fois, on échoue avec un chandelier de retournement qui pourrait nous inviter de nouveau à une stratégie baissière pour effectuer un ping-pong entre les deux bornes. On va regarder un peu les paires en dollars. Pareil, des règles de money management ont dû être appliquées. On a break le support, donc comme je vous le disais, pour moi, je ne vois pas de niveau intermédiaire qui pourrait empêcher l'euro de s'effondrer jusqu'au 1,1710. On a vraiment un flux très baissier, sorti par le bas du canal, break du pauvre support qui tentait de sauver l'euro. Mais là, sauf un contre-pied du NFP, effectivement, d'où l'intérêt de mettre quand même un stop à break-even, surtout si vous êtes vendeur sur le pullback ici ou sur la cassure. Attendez de voir quand même, mais voilà. À part un contre-pied et finalement on termine avec une énorme bougie verte qui avale. Donc là, forcément, c'est invaliderait ce scénario. Mais là, actuellement, je ne vois pas ce qui empêcherait l'euro d'aller chercher les 1,1710. Pas de gros niveau de support entre. On a potentiellement, oui, un support intermédiaire ici, mais c'est pas un gros niveau, je trouve. On est rentré dans le nuage, on est quand même en train de casser le nuage, donc effectivement, c'est cette zone-là qui va m'intéresser pour chercher des achats ensuite. Voilà, c'est un peu cette zone avec toutes les mèches ici, les deux mèches, 1,1750, 1,1720 sur les plus bas, 1,1710. De toute façon, on est dans un range. Et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1,1875, je reste vendeur sur l'euro-dollar pour aller chercher cette fameuse zone technique. En données 4 heures, même constat, c'est baissier, un flux vendeur bien présent, donc des vendeurs qui gardent la main tout simplement. Donc, maintenant, on verra avec le NFP cet après-midi, mais pour moi, voilà, c'est direction les 1,1750, au moins les 1,1750 et pourquoi pas grappiller un peu plus si on a de l'excès baissier en direction des 1,1720, 1,1710. Par contre, voilà, n'oubliez pas de mettre un stop à break-even ou au moins de rabaisser votre stop si vous avez peur de la volatilité qu'on pourrait avoir. Si vous avez un stop un peu plus haut, le rabaisser pour, voilà, pour maximiser un peu votre ratio gain-perte. Mais sinon, voilà, il faut espérer que le marché enfonce sa chute jusqu'au prochain niveau. AUD, USD, c'est la même chose. Normalement, il y a dû avoir une prise de bénéfice sur le support, mais là, on l'a même enfoncé avant le NFP. Donc, très important de surveiller la clôture hebdomadaire. Mais là, ça semble bien parti pour aller chercher les 73-64. Donc, encore une fois, on va quand même attendre la clôture hebdomadaire, car il peut toujours avoir une surprise et un contre-pied, comme je vous le disais. Mais pareil, vous êtes censé avoir appliqué quelques règles de money management, à savoir une prise de bénéfice partielle qu'on est venu taper le support ici, on l'a cassé, eh bien on peut même mettre un petit stop win juste en dessous ici et se dire bon bah le support est cassé, maintenant direction le prochain palier 0,7364. Donc là, peut-être, je ne sais pas, une prise de bénéfice de 50% a été faite, peut-être 25%. Dans ce cas-là, on garde encore un reliquat de 50%, on vient chercher les 25% restants ici.
Et les derniers 25%, ici, objectif final, et ça vous fait un excellent trade avec un très beau ratio normalement, si le marché vraiment réalise l'objectif théorique de cette épaule tête-épaule. Mais la clôture hebdomadaire va quand même être importante. Toutefois, j'aime bien ce qu'on est en train de faire. On est quand même en train d'enfoncer la MM50 hebdomadaire. On est repassé sous le support. Donc pareil, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la chute de se poursuivre, sauf si on a une mauvaise surprise sur le NFP. Mais pour l'instant, ça reste baissier. Les vendeurs gardent la main. Prochain TP ici. Stop loss, break-even, voire même stop win. Prise de bénéfice partielle a été effectuée et maintenant on reste dans le train. On espère une accélération un peu plus profonde pour aller chercher ce niveau et en TP3 ce dernier niveau. NZD USD aussi, ça va m'intéresser cette paire pour la semaine prochaine, plutôt un plan à surveiller, étant donné qu'on est soit dans un range, soit on va aller chercher la borne basse du canal, dans le sens où en données hebdomadaires, donc ça c'est le plan que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Je vous en fais part quand même là pour une compréhension globale, mais on est sur une zone de polarité quasiment. Juste ici, donc on a une belle zone hebdomadaire, un peu comme sur l'AUD-USD, vous voyez qu'on est venu tester cette EMM50. Donc si on break cette zone, je viendrai chercher le deuxième niveau de support ici à 67,80. Donc c'est le plan, c'est en cas de cassure de cette zone d'aller chercher les 67,80. Par contre, si finalement ça tient, eh bien se dire qu'on pourrait avoir une phase de trading range. Voilà, en données 4 heures. Voilà voilà un peu mon plan actuel sur le NZD et me dire très bien, ici on est en train de former un énorme range. Voyons voir le NFP, ce que ça va donner cet après-midi. Si finalement on fait de l'excès, on fait une mèche et que ça clôture, ça pourrait commencer à être intéressant à se positionner à l'achat pour viser MM50 et remonter en haut. Par contre, si on enfonce le gros support et derrière qu'on fait une clôture vraiment sous les mèches basses ici, dans ce cas-là, je viserais plutôt une poursuite du flux baissier en direction des 0,6780 avec un stop loss juste en dessous. Ce qui devrait quand même offrir un ratio risk-reward de 1 pour 3, ce qui est tout à fait convenable et honorable. Voilà le plan à surveiller sur le NZD USD pour la semaine prochaine. Le gold, ça me plaît ce qu'il est en train de faire, le gold, avec un peu ce W aussi. On reprend de la hauteur, c'est intéressant. Pareil, j'attends aussi le NFP parce que ça peut quand même bien impacter les cours du gold. Donc en données 4 heures, c'est intéressant, c'est propre. Mais encore une fois, il faut qu'on clôture au-dessus de la zone des 1790-1800. Hein. Éviter de se manger un énorme bull trap et ensuite repartir dans un range et se faire stopper. Donc, voilà, pareil, le plan. Pour moi, on était un peu dans un range ici de consolidation. Potentiellement, allez, il y a un peu de mèche, c'est dommage, mais on a quand même un espèce de W, de double creux. Mais ce qui m'intéresse surtout, ça reste quand même le range. Alors, je vais supprimer les deux zones. Tac. Et me dire qu'on a un très beau range ici qu'on est en train de former, donc accélération baissière, phase de consolidation et reprise haussière si on break au-dessus des 1800 et donc on pourra se positionner avec un stop loss au milieu du range pour aller chercher TP1 1815, TP2 1833 et enfin 1850 voire même plus si finalement ça repart à la hausse. Donc les plus prudents mettront un stop loss au milieu du range pour au moins avoir un ratio de 1 pour 2. Enfin les plus prudents, les plus agressifs au contraire, et les plus prudents, eux, mettront un stop loss juste en dessous pour éviter d'avoir potentiellement une fausse cassure et qu'on parte aussi sur de nouveau un range ou potentiellement un triple creux. Après, à vous d'ajuster encore votre stratégie et votre gestion du trading selon vos propres règles de money management. Mais là, j'aime bien ce qu'on est en train de faire sur le gold.
Maintenant, soit on part dans un range et de nouveau on viendra tester la fameuse zone avec prise d'appui sur l'oblique, soit on break au-dessus des deux mèches, une clôture, et dans ce cas-là, signal d'achat pour aller chercher 1815, 1830, mais surtout 1850, et je l'espère avoir une reprise haussière de plus grande importance sur le gold. Donc redémarrage avec une puissante jambe de hausse. Pareil, on fera le point mardi pour savoir un peu si ce plan s'est validé ou pas. Le Brent. Ça reste haussier sur le pétrole. Que dire? Que le prix du baril se stabilise après le report de la décision des ministres de l'OPEP+, sur l'évolution de leur stratégie de production, puisque les Émirats arabes unis se sont opposés au projet défendu par l'Arabie saoudite et la Russie sur le fait d'augmenter progressivement l'offre du bloc à partir du mois d'août, à savoir donc 2 millions de barils par jour au total d'ici fin décembre. Donc pour l'instant, pas de grosse réaction en tout cas suite aux annonces de l'OPEP. On a même fait un excès haussier, on est au-dessus de la résistance. Ça reste aussi, je ne vais pas changer mes propos du jour au lendemain sur le Brent, de toute façon sur le pétrole. Pour moi, c'est haussier, il n'y a pas de changer de retournement, ça ne sert à rien de se mettre à contre-courant. Passez votre chemin maintenant sur le Brent. J'estime que les objectifs majeurs ont été atteints, donc il se passait de l'action fin mai, début juin. Aujourd'hui, ça se calme. Enfin, maintenant, depuis plusieurs séances, ça se calme. Une grosse partie du mouvement haussier a été fait. Maintenant, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'oblique. C'est l'oblique et ça va être la réaction des prix sur ce gros niveau, sur les 77. Mais c'est pas pour autant que je passe vendeur. C'est une zone d'intervention, certes, mais il faut un signal technique baissier ou un catalyseur baissier pour le moment. Nous n'avons absolument pas d'éléments nous indiquant une baisse à venir, des prix qui restent toujours très bien soutenus par la Tenkan. On teste la résistance, on est potentiellement dans un range de consolidation donné 4 heures, encore une fois. Effectivement, on peut même réajuster le range, mais je ne vendrai pas le pétrole. En tout cas, pour moi, c'est encore trop tôt, il faut se montrer patient. Si on sort ce range, on pourra très bien aller chercher les 77 et notre oblique, mais plutôt, mais pour le moment, consolidation, donc on attendra encore un peu. Rien ne sert de se précipiter sur cet actif pour le vendre, car il n'y a aucun signal, tout simplement. Le like, c'est la même chose. On est même sorti par le haut du range, on est venu chercher l'objectif théorique de la sortie de range hier. Donc, que dire? Encore une fois, c'est haussier. Je peux juste vous indiquer ça. Et que je surveille par contre la zone mensuelle de polarité. On le Ishimoku, hop, voilà. Là, par contre, c'est ça qui va m'intéresser maintenant dans les prochains jours, c'est cette zone. Donc là, on a quasiment fait un excès. J'aimerais qu'on monte encore un petit peu, qu'on vienne chercher les 77,50. Mais là, ça va bloquer. En tout cas, si on arrive à casser cette zone à la hausse sans un repli, ce serait vraiment un puissant signal de force de la part des acheteurs. Et là, on pourrait tout déchirer pour aller chercher très haut, je pense. On est déjà haut sur le pétrole. Donc, après quand même plusieurs semaines de hausse, j'estime qu'on va quand même avoir une réaction des prix sur un niveau mensuel. Donc, c'est la zone des 77, 78, ouais, 77-78 qui m'intéresse. Voilà, là on y est presque. Pour l'instant, on risque de clôturer au-dessus
des mèches, enfin, du moins des dernières clôtures ici. Donc, si on continue comme ça, un dernier excès aussi pour aller chercher ce niveau-là et on commencera donc à chercher des signaux vendeurs en H4 ou en daily sur cette zone pour au moins jouer un gros pli. Et plus si affinité qu'on valide cette divergence baissière qui pourrait par contre donner un beau mouvement baissier derrière si le marché confirme tout ça. Mais sinon, à court terme, c'est haussier sur toutes les unités de temps et même en données 4 heures. Donc pour l'instant, pour moi, c'est encore trop tôt pour se mettre face à un flux aussi puissant et directionnel. J'attends donc la zone de prix pour intervenir sur ce marché. Pour terminer, le Bitcoin. Pas grand chose à dire en fait sur le BTC, toujours dans un range finalement. La clôture mensuelle est propre. On a quand même sauvé la Kijun, donc ça c'est un élément intéressant. Pour l'instant on est en train de faire une mèche, mais rien d'inquiétant. Mais tant que la Kijun tient en mensuel, je ne m'inquiète pas plus que ça. Pareil pour la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Ouais, pour moi je ne passe pas baissier de toute façon sur le BTC. Donc en mensuel, belle clôture, avec un doji mais au-dessus de la Kijun, donc ça c'est quand même plutôt plaisant. Par contre, enfermé entre une Tenkan et une Kijun, donc plutôt neutre, mais les gros niveaux de support sont sauvés. En semaine, bon, la semaine n'est pas terminée de toute façon, la clôture c'est dimanche. Encore une fois, ce serait d'aller chercher des achats au plus proche de la MM50 sur la borne basse de ce range. Donc là, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. Les traders de range attendront une nouvelle fois un retour sur les 30 900, pourquoi pas excès sur les 30 000, pour de nouveau repartir à l'achat, se repositionner sur cet actif pour espérer cette fois-ci une vraie rotation des prix vers la borne opposée. Et là, pour l'heure, bon, il faut laisser faire le marché et encore une fois, attendre soit le niveau des 30 900 juste ici, soit excès sur mèche des 30 000 pour essayer de se repositionner pour de nouveau viser 33 850 et espérer cette fois-ci un break de la moyenne mobile 50 pour viser la borne haute du range. En données 4 heures, ouais, on se situe au milieu de nulle part pour moi. On avait potentiellement ce double creux, en soi il n'est pas invalidé. Si le stop loss est placé là au milieu, bon, c'est un peu limite, mais il n'est pas invalidé. On peut très bien aussi faire un W et repartir dans un nouveau micro-range 4 heures à l'intérieur du range daily. Mais je trouve quand même plus pertinent de se positionner voilà, sur les gros niveaux, et même 50, 30 000, ou sur les 40 000, ou sur les breakouts. Et entre-temps, enfin, entre ces gros niveaux, on a un peu cette espèce de machine à laver, cette lessiveuse, où on est sur le milieu de range et c'est un peu les portes de saloon, on part à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Donc, encore une fois, hein, les zones d'intervention, c'est pas pour rien que je vous les donne et qu'elles vous donnent surtout des niveaux clés faciles à trader pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis à chaque fois et de partir une fois à la hausse, une fois à la baisse. Donc, on trade plus sereinement quand on a identifié les grosses zones et qu'on intervient dessus avec un plan et un setup de trading efficace. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end. Soyez prudents avec le NFP. Et pour rappel, je serai donc absent lundi. Donc, on se retrouve mardi pour faire un nouveau point complet sur les marchés.